Hello, hello, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Veuillez m'excuser du retard, petit souci technique. Bon, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc comme chaque lundi pour faire le point sur le marché, voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer, quelles sont les grosses attentes, quels sont les niveaux sur lesquels nous sommes, etc. etc. Donc, vous me dites hein, si vous me voyez, si vous m'entendez ou pas. Et puis j'enchaîne, parce qu'on a 6-7 minutes de retard. Salut Mathieu. Donc, bon, la semaine dernière, c'était une très belle semaine de trading. Pourquoi? Par anticipation notamment de repli de consolidation, que ce soit des indices, que ce soit du pétrole, du dollar américain, etc., etc. 5 sur 5, merci à toi Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On a eu bon, les publications d'entreprises, on a eu Netflix qui a alors pas publié moins bien que prévu, mais surtout en termes de nouveaux utilisateurs. Donc il y a 2 fois moins d'abonnés que prévu. Il y a une concurrence qui se fait de plus en plus importante. Elle a une dette exorbitante. Bref, le cours a perdu 10%. Je ne vais pas faire toutes les publications d'entreprise. On a eu également Microsoft qui a très très bien publié, qui fait plus de 10 milliards de résultats nets, 10 milliards de dollars de résultats nets sur le dernier trimestre. C'est absolument énorme. 30 milliards, plus de 30 milliards de chiffre d'affaires sur le trimestre, etc., etc. Bref, c'était une bonne publication. Donc tout ça pour vous dire que globalement, les publications se passent plus ou moins bien. C'est un peu dispersé, mais il n'y a pas de grosse dynamique, en tout cas de grosses tendances qui se dessinent en disant soit c'est tout pourri, soit c'est génial. Donc du coup, on a plutôt une phase de consolidation des indices. On a également, vous savez, hein, la guerre commerciale entre Trump et la Chine. Alors je dis Trump parce que c'est un peu lui contre le reste du monde. On va dire les États-Unis contre la Chine. Qui refait un petit peu surface, il continue à alimenter la flamme excusez-moi, de renouer avec cette guerre commerciale. Donc il a plus ou moins envisagé de retaxer plus de 300 milliards de dollars de produits importés chinois, etc. Donc du coup ça a alimenté un petit peu cette phase de conso qu'on a sur les indices. Et on a eu aussi Monsieur Williams. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne YouTube Interactive Trading, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous en faire le résumé. Monsieur Williams, président de la Fed de New York, qui a dit, je pense, alors, je ne vais pas vous faire le détail, mais très brièvement, il faut absolument que la Fed agisse maintenant, vite, avant que la situation devienne catastrophique. En gros, c'était ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a l'échéance du 31 juillet, dans 10 jours, 9 jours. Ok. Il y a la Réserve fédérale américaine qui va statuer sur ses taux. Il y a une très grosse attente du marché. Vous savez qu'il y a 100% de chances que la Fed baisse ses taux. La question est de savoir de quelle couleur. Est-ce que ce sera un quart de point? Est-ce que ce sera un demi-point? Ok. Et ça, c'est très important parce que Williams a dit faut vite agir fort, rapidement, maintenant, parce que sinon, on va pas pouvoir s'en remettre. Du coup, qu'est-ce que les marchés ont fait? Ils ont pricé ce que j'appelle une double baisse des taux. C'est pas une double baisse des taux, mais en gros, c'est pas d'un quart de point, c'est d'un demi-point. D'accord? De 0,05%, on va dire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Anticipation d'une grosse baisse des taux le 31 juillet, égale chute du dollar, d'accord? Explosion de l'or, c'est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière, et les indices qui savent pas trop si c'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, pour moi, après c'est un avis perso, mais si la Fed baisse ses taux d'un demi-point, donc de 0,5%, la situation est quand même, ça veut dire que la situation macro est quand même pas terrible du tout. Alors on le sait qu'elle est pas terrible du tout, mais en gros il y a urgence, d'accord? Donc c'est pas forcément un bon signal envoyé sur le marché. Donc le marché ce que j'appelle le marché, c'est les indices, les actions, se cherchent encore.
Mais en tout cas, sur le dollar, on a une réaction baissière assez violente. L'eurodoll qui s'est envolé, le dollar américain qui s'est effondré, l'or qui a explosé, etc., etc. Et du coup, voilà. On a eu juste avant, alors j'ai oublié de vous en parler, mais très rapidement, parce que ça va être très important cette semaine, on a le discours de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi très important? Parce que la semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a dit « Oula, on est en train de revoir nos calculs, peut-être que les perspectives d'inflation vont être beaucoup plus basses que ce qu'on prévoyait. » Donc réduction à la baisse dès l'inflation. Vous savez que la Banque Centrale Européenne, plus particulièrement elle, en tout cas a priori, est indépendante. Son seul objectif, c'est de réguler l'inflation. D'un point de vue, on va dire, de statut dans sa mission, dans ses missions, c'est tu regardes l'inflation, tu fais en sorte de la tenir autour de 2%. C'est tout, point barre. Tu t'en tapes du marché, tu t'en tapes de savoir l'euro-dollar, machin, etc. Est-ce qu'il est haut, est-ce qu'il est bas? Est-ce que ça va privilégier les entreprises exportatrices ou pas? A priori, elle s'en fout complètement. Bon, ça c'est officiel. Pas de relations politiques, machin, etc. Bref. Ça, même si j'en doute, peu importe. Donc, perspective baissière, perspective rebut à la baisse sur l'inflation égale baisse des taux. Le problème, c'est que les taux, vous savez, la BCE, ils sont à 0 depuis 4 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? TLTRO, ok, c'est en cours, ça va être lancé à la fin de l'année. Il reste quoi, à votre avis? Il reste le QE, Quantitative Easing. Donc, Quantitative Easing égale anticipation du marché Quantitative Easing parce que la BCE va peut-être abaisser ses perspectives d'inflation, égale chute du dollar, remontée des indices européens. Ça, c'est ce qu'on a eu avant l'intervention de Williams. Après, on a eu Williams qui a dit « Ouh là là, la Fed va double baisser ses taux, baisser, on va dire, d'un demi-point ses taux le 31 juillet. Vous avez le dollar qui baisse, etc. etc. » Et ensuite, Monsieur Williams a dit « Oui, mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je pensais pas que le marché allait réagir comme ça. » Bon, faut quand même savoir que ça fait quand même des semaines et des mois qu'on sait très bien que le marché réagit soit en fonction de Trump, soit en fonction de la Fed. Et donc, il est revenu sur ses propos en disant oh, « Je savais pas que les marchés allaient réagir comme ça. » Mon œil. Et il a dit « Oui, mais non, mais en fait, c'était simplement pour vous retranscrire d'un point de vue académique 20 ans d'études du fait que dans ce contexte-là, a priori, il faut vite agir parce que sinon ça pue. » Et en tout cas, c'est absolument pas la direction que va forcément prendre la Fed le 31 juillet. Donc derrière, le marché s'est ravisé, remontée du dollar américain, rechute de l'or. Les marchés, les indices finalement se disent ok, bon, du coup, c'est pas aussi pourri que prévu. Et du coup, les niveaux daily tiennent. Voilà pour la partie macro, pour que vous compreniez un petit peu dans quel contexte on évolue. Vous savez tout a priori. Donc cette semaine, très important, le discours de la Banque Centrale Européenne, les PMI, vous le savez, en Allemagne et en France. Donc ça montrera un petit peu la conjoncture, où est-ce qu'on en est. Et du coup, par anticipation de savoir ce que va faire la Banque Centrale Européenne, QE, pas QE. Et ensuite, on a le PIB aux États-Unis vendredi. Ok ? Voilà pour le plantage du décor d'un point de vue macro, si tout ça, pour vous, c'était pas très clair. Et ensuite, en parallèle, alors j'en ai pas trop parlé, on a eu à nouveau des tensions, des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Donc vous savez que le pétrole est drivé en fonction de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, ok? Et du coup, tension égale remontée du pétrole, pas tension égale baisse du pétrole. Voilà. Voilà pour le planter du décor d'un point de vue macro. Maintenant, vous avez vu ici, donc là c'est mon intro, mon carnet de bord de la semaine, voir un petit peu planter le décor et de savoir qu'est-ce que je vais faire cette semaine. Alors, même si on ne peut pas savoir, le lundi matin, j'essaye au mieux de planter le décor et me dire là, je vais vendre, là, je vais acheter tel actif, le pétrole, le gold, le CAC, le DAX, le SP500, machin, etc., le Nikkei. On ne peut pas forcément savoir à l'avance comment va réagir. Déjà, je ne sais pas ce que va raconter la Banque Centrale Européenne, je ne sais pas comment va être le PIB, je ne sais pas comment vont être les PMI, je ne sais pas comment les marchés vont réagir derrière.
mais ça permet au moins de savoir à peu près dans quelle zone est-ce qu'on est susceptible d'intervenir, si et seulement si on a des signaux techniques. Ok. Les indices. Donc, les indices se sont repliés. Maintenant, on est sur des niveaux daily. On va le voir juste après sur 2-3 indices ensemble. On a eu, vous le savez, une impulsion baissière qui s'est mise en place la semaine dernière sur le CAC, surtout sur le DAX. Pourquoi sur le DAX? Parce qu'il sous-performe. Donc, c'est-à-dire qu'il baisse plus vite que les autres, que ses copains, et il monte moins vite que ses copains. Donc, vaut mieux être vendeur sur le DAX que être vendeur sur le CAC ou que d'être vendeur sur les indices américains pour le moment. On a eu cette impulsion baissière et avec tout ce que je vous ai raconté juste avant, du coup, on a un sentiment sur les indices d'attentisme et de savoir, bon ok, maintenant qu'on a corrigé avec tous ces éléments-là, où est-ce qu'on va? Donc, on a atteint des niveaux techniques daily très important, semi-important, mais en tout cas important pour ces prochains jours et en tout cas pour cette semaine de trading. Ok, je vais vous les donner juste après. On a encore beaucoup de publications de résultats d'entreprises. Cette semaine, sur le CAC, il y en a un paquet. Il y en a une vingtaine, enfin une grosse dizaine, quasiment une vingtaine. Il y a Hermès, LVMH, ça c'est des boîtes qui sont sur des records historiques. Vous savez que LVMH a pété tous les scores et du coup Bernard est passé numéro 2 de la plus grande comment dire, fortune mondiale. Il a quand même 108 milliards dans sa poche, hein, pour la petite information, grâce notamment à LVMH qui a pété les scores. On a Carrefour, Renault, etc., etc. On a beaucoup de publications. On a aussi beaucoup de publications sur le DAX parce que je vous rappelle quand même accessoirement que les indices sont composés d'actions. Donc la semaine dernière, on a eu SAP sur le DAX. Je vous en avais parlé. C'était la plus grosse pondération de l'indice DAX. Ok, cette semaine, on a 4 publications dans le DAX. Donc même si ça vous intéresse pas, même si vous vous en foutez, vous partez du principe les prix, rien que les prix, rien que les prix, c'est quand même important juste de savoir si les 4 actions qui composent l'indice DAX et qui font évoluer l'indice DAX, est-ce que au moins c'est meilleur que prévu? Et est-ce que la guidance, est-ce que les perspectives sont meilleures qu'anticipées ou pas? Ok. Vous avez également beaucoup de publications sur le Dow Jones, ok, notamment Boeing. Ok. Boeing, je vous rappelle que Boeing, c'est pas la plus fortement valorisée de l'indice Dow Jones, mais l'indice Dow Jones est calculé en fonction du cours des actions. Et celle qui vaut le plus cher parmi le Dow Jones, c'est l'action Boeing. Ok. Donc Boeing, très important à suivre pour voir. Alors, ça ne veut pas dire forcément que derrière, ça va vous permettre de savoir s'il faut vendre ou acheter le Dow Jones, mais au moins vous savez pourquoi est-ce qu'il réagit. Je pense que ça peut être pas mal de le savoir et pas de se poser la question, ah mince, pourquoi a posteriori, oh, pourquoi ça bourre, pourquoi il monte tout seul, pourquoi il baisse tout seul. Ok. Voilà pour les publications. Il y a aussi cette semaine le Brexit, le futur Premier ministre. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y en a deux. Il y a lui, Boris Johnson, qui nous raconte que, en gros, lui, c'est Brexit, coûte que coûte. J'en ai rien à faire de savoir s'il y a un accord ou pas un accord. On verra plus tard les conséquences. Et en plus, on ne va pas payer la facture. Donc, c'est assez violent. Ou Jeremy Hunt, qui lui est dans le même principe, mais version un peu plus light, en disant, moi, je vais trouver, je vais avancer sur un accord. S'il n'y a pas d'accord, eh ben, tant pis pour eux. Si jamais, et on va faire le Brexit, si jamais on est proche d'atteindre un accord, eh ben, on va peut-être repousser l'échéance pour faire ça de manière coordonnée et éviter de, comment dire, de tout exploser. Voilà, pour faire simple. Ok, donc ça va être très important également cette semaine. Donc ça doit vous faire tilt tout de suite. Brexit, Premier ministre britannique égale influence énorme sur toutes les paires liées à la livre sterling, donc GBP. Ok, donc si vous vous positionnez sur le GBP, faites-le en connaissance de cause, en vous disant il y a peut-être une news qui va tomber à un moment donné. Ok.
Pétrole et gold, j'en ai déjà parlé. Et donc pas de nécessité après une belle... Alors c'est vrai que sur IVT on a fait une très belle semaine de trading la semaine dernière. Short comme je vous l'ai dit sur le pétrole, sur le dollar. Achat sur le gold qui s'est envolé. Alors maintenant il est en train de se stabiliser, on va le voir juste après. Short sur les indices, surtout sur le DAX, sur le SP500 et le Dow Jones, etc., etc. Donc pour le moment, on va continuer à privilégier le sens de la tendance de la semaine passée parce qu'on a eu une grosse impulsion sur tous ces actifs dont je vous ai expliqué là à l'instant. Sauf que on tient des zones support qui sont quand même tangibles. C'est pas des zones support qui sortent du chapeau en disant oui ça y est on a atteint des plus bas et donc ça construit un support. Non, c'était déjà des supports qu'on avait déjà testés précédemment. Ok. Voilà pour la vue globale. Maintenant, on va passer à l'aspect technique si ça vous va. Je regarde le chat. Salut Jean-Luc, salut Seb, salut Rodolphe, salut Michael, salut Jean-Paul, salut Antoine et salut Ariad au live depuis Nice. Laurent, pour les indices et notamment le CAC, beaucoup d'annonces de résultats cette semaine, de très fortes entreprises, les résultats semblent être bons. Peut-on prévoir un gap? Alors non, tu ne peux pas prévoir un gap. Déjà, on va travailler des zones sur lesquelles qui nous semblent pertinentes et sur lesquelles on va agir. Prévoir les gaps, non. C'est impossible. Enfin, c'est impossible si tu peux dire oui, il y aura un gap haussier, et tu as une chance sur 2. Ou une chance sur 3. Antoine me dit Boeing, Facebook, McDonald's, Twitter. Ouais, tout à fait. Il y a énorme de... C'est pour ça que cette semaine, vaut mieux préparer en fait des niveaux. D'accord? Vous allez vous mettre des alertes. Surtout d'ailleurs si vous tradez sur rien, vous savez que vous utilisez de toute façon des zones, des niveaux sur lesquels après vous intervenez, vous déclenchez ARIA et derrière ça prend des signaux sur l'unité de temps, l'actif que vous avez choisi dans les zones d'intervention que vous avez choisi. Après le risque, ça c'est vous qui le gérez. Mais du coup, ça va être important de savoir, ok, on est dans quelle zone, etc. Si on pète cette zone ou si on réagit sur cette zone, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi je vais vous donner des éléments en amont, mais comme je viens de l'expliquer à Laurent, on ne peut pas savoir à l'avance, ça va péter, ça va pas péter. En fait, c'est ce qu'on fait toute la semaine depuis des années. Ce que je fais, c'est tous les lundis, et ce qu'on fait aussi sur IVT, c'est les lundis, jusqu'à 10h30, 11h, on fait rien. À partir de 11h, ça ne veut pas dire qu'on fait rien, ça ne veut pas dire que je ne suis pas debout depuis 4h ou 5h du matin pour travailler tout mon carnet de bord, tout mon plan de trading sur tous les actifs que je suis, mais ça veut dire qu'on ne passe pas d'ordre pour le moment. D'accord? C'est le début de la semaine, ça va nous donner, on va dire, la première moitié de la semaine, la tendance, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment, il faut vraiment que vous soyez dans cette optique-là. Alors, je dépasse un petit peu du cadre, je fais une petite parenthèse, hors plan de la semaine, plan technique, mais il faut vraiment que vous passiez du temps, parce que, en plus, si vous avez ARIA, c'est le seul truc, entre guillemets, que vous avez à faire. C'est que vous devez vous tracer vos zones sur lesquelles vous allez dire, ok, j'arrive à 12 004 sur le DAX, je fais quoi? J'achète, je vends. Est-ce que j'achète maintenant à 12 276? Est-ce que je cherche des achats plutôt? Parce que c'est pas j'achète et puis j'attends. C'est en gros, j'active mon ARIA maintenant à l'achat jusqu'à 12 400, ou est-ce que je cherche plutôt des ventes? C'est ça le truc que vous avez à faire. Donc c'est pour ça que ce travail de préparation, si vous ne le faites pas, c'est du trading pifométrique. Ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, voilà sur le DAX, pour commencer, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui traitent que le DAX et le Dow. Alors, je dis pas que je sais pas pourquoi, mais je vous donne simplement en petite parenthèse, encore une fois, moi depuis le début de l'année, là où je cartonne le plus, c'est sur le pétrole. Alors, je ne sais pas forcément pourquoi, c'est comme ça. Je prends quasiment à chaque fois les points hauts ou tous les points bas sur le pétrole. Et à chaque fois que je prends la position, derrière, ça part tout de suite. Voilà. Donc c'est comme ça, il y a des périodes, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas forcément, faut pas aller que sur le DAX, faut pas aller que sur le Dow, etc., etc. Mais ça peut être intéressant de travailler d'autres choses parce que ça peut très bien marcher, ça peut être plus propre. Techniquement, vous pouvez mieux ressentir un peu le truc, etc., etc. Ok? Donc sur le DAX, zone ici évidente. 12 002, c'est quoi 12 002? Tiens, comme par hasard, on s'est arrêté dessus. Je vous rappelle que sur le DAX, on a ce qu'on appelle un Island Reversal. Hein. Un Island Reversal, c'est ça.
c'est vous avez un gap haussier. Je vais vous le zoomer. Hop, là, vous l'avez zoomé. C'est quoi un Island Reversal? C'est un gros gap haussier, des bougies, et un gap baissier, etc. Ça, c'est une figure rare de retournement qui marche dans 70% des cas. Ok? Donc, nous, on a shorté 12 381, 12 004, etc. sur IVT, peu importe. Mais c'est une figure de retournement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un switch psychologique du marché. Vous avez un marché qui est euphorique. Bougie haussière impulsive, gap, bam! Et derrière, vous avez une phase de dire, ok, bon, on a gapé à la hausse, on va peut-être pas s'enflammer les gars, etc. Du coup, on a une phase de latéralisation qui se met en place. Et derrière, vous avez un retournement psychologique qui est en train de se mettre en place, en train de matérialiser par un gap baissier. Et là, vous dites, mince, finalement, on va plus passer en mode euphorie, on va passer tout de suite en mode panique, entre guillemets, bien évidemment, on n'est pas dans un crack, dans un flash crack, pas du tout. Pas dans un mode panique au sens propre, mais c'est simplement pour vous imaginer, pour que vous compreniez un petit peu le concept. Pourquoi est-ce que cette figure est importante? Parce qu'on passe d'un état d'euphorie à un état, je ne vais pas dire de panique, mais de prudence extrême, on va dire. Ok? Donc c'est pour ça qu'on a privilégié tout simplement les ventes. Je vous disais en intro, je vais privilégier le sens des tendances. Donc je vais privilégier toujours les ventes sur le DAX dans une optique de swing. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette figure, parce qu'on a toujours... on a cette impulsion qui a été renforcée par le gap baissier qu'on a fait ici le 18 juillet. Ok, même si on tient cette zone-là, je me souviens, le marché se souvient, Island Reversal, impulsion baissière, tendance baissière, tant qu'on est sous les 12 400, 12 445 à très court terme. Donc, à très court terme, on va continuer à privilégier les ventes. Ok, tant qu'on est au-dessus de 12 400, 12 445. Si on passe là au-dessus, ok. Island Reversal, invalidé. Accélération baissière, invalidé. On passe à autre chose. Tant pis, poubelle. On passe à autre chose. C'est pas grave, hein. C'est pas important. L'objectif sur le marché, c'est pas d'avoir raison. C'est d'essayer d'avoir des probabilités de réussite importantes sur des zones d'intervention avec des signaux qui semblent cohérents. Ok? Donc, au-dessus de 12 200, ok, ça baisse pas. On n'est pas dans une panique générale, etc. On a toujours, d'ailleurs, il faut se remémorer la tendance de fond depuis le début de l'année, toujours en tendance haussière. Hein. Vous voyez ici, matérialisé par ce canal ascendant. Ici, tant qu'on ne pète pas 12 100, 12 000, on est toujours dans une tendance haussière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on prend des objectifs sur des niveaux intermédiaires, etc., etc. Par contre, si on passe sous 12 200, d'accord, sous 12 200, on enfonce encore un peu plus le clou sur tous les éléments baissiers dont je vous évoquais juste avant. Ok. Et donc oui, on pourra aller chercher, pourquoi pas, des objectifs par excès des prochains niveaux de support qui pour moi sont autour de 11 800, 11 900. Ok. Ça, c'est la grosse zone de turbulence sur laquelle là, ok, on va parler de tendance moyen terme. On va parler de la tendance jusqu'à la fin de l'année 2019, etc., etc. Donc, pour moi, la stratégie, c'est toujours garder en tête, je parle en swing, hein, toujours garder en tête 12 400, zone de vente, ok. Sous 12 200, zone de vente. En attendant, tant qu'on reste au-dessus des 2200 jusqu'à 12 400, etc., oui, éventuellement, à très court terme, on peut privilégier les achats, etc. Même si vous voyez d'ailleurs depuis l'open, tac, 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 qu'est-ce qu'on a depuis l'open? Eh ben, depuis l'open, on n'a pas grand-chose, ça tient. Voilà, ça tient. Est-ce que c'est intéressant de chercher des achats? Oui, à très court terme, si vraiment on veut trader. D'accord? Pour moi, si on veut être un petit peu à l'écart parce qu'on va à la plage, machin, on a d'autres choses à faire, c'est les vacances. Plutôt attendre une zone d'alerte au-dessous des 12 380, 12 445. Là, éventuellement, sur cette zone-là, on cherchera des ventes de manière beaucoup plus appuyée. D'accord? Il y a une autre zone très importante pour moi, c'est 12 300. Pourquoi 12 300? Parce que 12 300, regardez. Voilà. C'est de cette zone-là, les plus hauts de mai, ici, les plus hauts de début du mois de... Alors, c'est pas vraiment début de mai, mais en gros, à partir du 6 mai, une fois, deux fois, ici, ça a également joué zone de support. Donc ça, c'est une grosse zone de résistance, 12 300. Ok, donc pour moi, à 12 300, pour moi, je vois pas de grand intérêt
de chercher des achats là maintenant à l'open. Il y a toujours une dynamique baissière, il y a toujours des un Island Reversal, etc. 12 003, je vais commencer à chercher des achats à très très court terme. Ok, 12 375, ça sera plutôt dans une optique de swing. Et sous 12 002, eh ben, j'appuierai le clou sur les ventes qu'on a encore ouvertes, notamment sur IBT. Ok, voilà ma stratégie. Je ne sais pas, peut-être que les 12 002 vont tenir. On va dire, ok, bah, on est toujours en dynamique haussière. Ça peut être un scénario si vous préférez. On est toujours dans une dynamique haussière. Au-dessus de 12 002, je privilégie l'achat. Mais au moins, je vous ai expliqué ma stratégie, pourquoi, comment l'exploiter, les zones d'intervention, etc., etc. Je peux, bien évidemment, tout à fait me planter. Voilà. Mais au moins, vous l'avez en amont et on va pas venir a posteriori en train de dire, tiens, je poste mon graphique, je poste mes trades, je vous avais bien dit, j'ai vendu là-haut, etc. Mais au moins, vous le savez en amont, toute la logique et la gymnastique d'esprit. Là, je suis en 4 heures, Mathieu, sur le graphique, sur le DAX. Et là, je suis en daily. Voilà. Ok? Voilà pour le DAX. Très rapidement, il est déjà 9h32. Je vais vous donner mes zones d'intervention en daily et en swing sur les autres marchés. Alors, sur le CAC, c'est la même chose. Regardez sur le CAC, on est dans un range absolument clair, évident, tout ce que vous voulez. 5006, c'est les plus hauts annuels. Hein, je vous rappelle, 5006, regardez. Hein. 5006 sur le CAC, c'est là. Pour moi, c'est même si on est toujours en tendance haussière, c'est hors de question de payer en swing et d'anticiper le fait que les indices vont s'envoler. Même s'il y a une baisse des taux de la Fed, etc., etc., c'est très très compliqué d'un point de vue psychologique, etc. Donc moi, je préfère attendre qu'on pète les 5535, les plus bas de la semaine dernière, le plus bas du range qu'on a évoqué, etc. 5535 pour initier des ventes. Alors, le problème, c'est que les objectifs sont rapprochés, puisqu'on est toujours dans une dynamique haussière, etc. Mais je préfère accompagner un mouvement vendeur dans la même dynamique que la semaine passée. Ok, je répète, je préfère accompagner un mouvement vendeur qui va se déclencher dans la même direction, dans le même sens que la semaine passée, donc dans le sens baissier, que d'essayer de chercher absolument le point bas alors qu'on est sous des plus hauts annuels. Voilà. Ensuite, sur les US, alors les US c'est différent, les US surperforment, les US sont sur des plus hauts historiques, nanana. Ça baisse pas pour le moment. Vous voyez ici, je me suis mis une zone d'alerte sous 2969 points sur le SP500 en daily. C'est une zone support pour le moment qui tient. Vaut mieux être vendeur sur les indices qui sous-performent, c'est-à-dire le DAX pour le moment, en deuxième le CAC et en troisième les indices américains, que d'être vendeur sur les indices américains, parce que les indices américains, même s'ils sont plus hauts, même s'ils sont machin, c'est pas parce qu'ils sont plus hauts qu'ils vont baisser plus vite. Ok? Donc pour le moment, vaut mieux. D'ailleurs, vous voyez, si vous êtes vendeur en même moment sur les indices américains que sur l'indice DAX la semaine dernière, vous gagnez beaucoup plus sur l'indice DAX que sur les indices américains. Donc vaut mieux être vendeur sur là où vous gagnez plus, où ça baisse plus vite que l'inverse. Si vous voulez acheter, si votre stratégie c'est achat, achat parce qu'on est toujours dans une tendance haussière, je pense qu'il vaut mieux être à l'achat sur les indices américains. Et enfin, donc sur le dollar, moi sur le dollar index, alors je sais que vous ne le tradez pas forcément, mais ça peut être intéressant. Vous avez le dollar index d'FXCM, équipondéré contre, face au dollar australien, le yen japonais, la livre sterling et l'euro. Ok, on est toujours dans un range. Je vends en haut, je rachète en bas. Depuis des semaines, depuis maintenant 3 mois, c'est exactement la même stratégie. C'est 12 330. Je vends une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. La semaine dernière, sur IBT, on a vendu 12 319 jusqu'à 2260. Hop, objectif atteint, on dégage. On attend qu'on revienne là-haut. C'est le principe d'un range. On vend en haut, on rachète en bas, tout simplement. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors peut-être que la 5e, la 6e ou la 7e fois, ça ne marchera pas. Et ben, je me prendrai mon stop. Terminé. Mais j'aurais fait mon beurre là-dessus. Ok? Donc le dollar... On va le laisser remonter, je vais le laisser remonter pour le moment, jusque là-haut. Et éventuellement là-haut, je me reposerai la question de passer à la vente. Peut-être même
avant le 31 juillet, avant le discours de la Fed et de savoir si elle va baisser ses taux. Alors, elle va les baisser, c'est sûr, mais c'est de quelle couleur est-ce qu'elle va, elle va sortir jouer ses cartes, on va dire ça. Ok. Ensuite, on a alors l'or. L'or, vous voyez ici, tendance haussière intacte, consolidation une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, sorti par le haut, on l'a anticipé la semaine dernière, pétage des 1418, explosion derrière suite au discours de Monsieur Williams comme on l'a fait en introduction. Williams qui a dit oulala, vite, 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 faut agir sur les taux, faut agir sur les taux, chute du dollar, hausse mécanique de l'or. C'est logique, c'est mécanique, hein. L'or, c'est pas une matière première, hein. C'est avant tout une paire du Forex, donc ça évolue face au dollar. Si toute chose égale par ailleurs, si le dollar baisse, l'or monte. Si le dollar monte, l'or baisse. Le dollar remonte, l'or rebaisse. C'est logique. Mais on est toujours dans une dynamique haussière. Donc pour le moment, je et on privilégie les achats toujours sur l'or dans le sens de la dynamique. Et ce depuis 1325 à peu près, 1330, entre 1320 et 1330 $. Ici, on privilégie toujours les achats. Alors, si on est à l'achat à 1406, 1410, 1420 tout là-haut, bah, il ne s'est pas passé grand-chose finalement depuis quasiment un mois, hein, depuis tout le mois de juillet. Mais si on travaille à l'achat, on travaille à l'achat lorsqu'on a des replis sur des niveaux techniques intéressants, eh ben, on continue à grappiller du terrain là-dessus. Donc ça peut être intéressant si vous travaillez l'or. Sur le pétrole, semaine dernière, j'étais short autour des 60 $. C'était absolument hallucinant. 60 $, derrière, il a perdu 5 $, objectif 56. Alors, j'ai pas attendu jusqu'à 55, mais on a fait 55. Je sais qu'il y en a qui sont encore à la vente, qui visent beaucoup plus bas, etc. Pour moi, c'est du swing sur des zones très importantes. 60 $, je vends. 56, pardon, j'ai racheté. Là, maintenant, on a cette phase de stabilisation. Je vous l'ai dit en intro, pourquoi ça se stabilise? Parce que, a priori, il y a des tensions à nouveau entre l'Iran et les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Et donc, s'il y a des tensions, risque de blocage du détroit. Je vous rappelle qu'il y a, alors je ne sais plus exactement, mais 70-80% en gros du pétrole qui passe par là. Si jamais ça commence à péter vers là-bas, les cours du pétrole, ils vont forcément monter. Donc là, on a bien évidemment les opérateurs, malgré la dynamique baissière qu'on a eue la semaine dernière, ça se stabilise, c'est logique. Et en plus de ça, ça correspond à la bande de Bollinger inférieure. Je vous rappelle que les bandes de Bollinger correspondent à l'écart type de la volatilité historique sur les 20 dernières séances. Donc là, on est dans la logique. Dans 95% du temps, on est entre les bandes de Bollinger. On a tapé la borne basse, on réintègre. Donc en plus de ça, d'un point de vue technique, c'est archi logique. Ok? Donc sur le pétrole, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici que j'ai commencé à mettre une alerte. D'ailleurs, elle est peut-être un peu basse. Je vais la remonter ici, autour des 58 $. 58 $, c'est une première zone de vente pour moi. Zone de vente idéale, 60. Ok? Où est-ce que j'achète? J'achète pas encore, pour moi c'est trop tard, on a déjà réagi là-dessus, j'étais short, ça sert à rien de chercher le point haut, le point bas, d'être tout le temps en position sur le marché, ça ne sert absolument. Alors, je dis pas que ça sert à rien, mais c'est impossible d'avoir tout le temps le point A, le point bas, sur tous les mouvements, sur un actif, sur une unité de temps. Vaut mieux exploiter au maximum un mouvement que d'essayer de prendre des tout petits micro-bouts et de dire ouais j'achète, je vends, je sais plus ce que je fais. Vaut mieux avoir un plan, une direction sur un actif, sur une unité de temps, être à fond quand ça fonctionne et faire 3-5 trades dans la semaine que d'en faire 3 à 5 toutes les heures dans tous les sens n'importe comment, à mon avis. Donc ma zone d'achat idéale sur le pétrole, et là je vais me placer en weekly, c'est ici, c'est 52 $. Donc il y a encore un peu de temps, voilà. Donc tant pis, si ça doit baisser à nouveau, je serai pas dedans, mais par contre je serai à l'achat autour des 52 $ parce que c'est ma grosse zone. Et si on revient à 60, je reviens vendeur en swing. Alors peut-être que c'est dans 2 ou 3 semaines, mais à partir de 57, 81, 58, si j'ai des signaux baissiers H4, H1, je reviens vendeur là-dessus. Sachant qu'en plus, ça correspondra à 50% de retracement de cette impulsion baissière qu'on a eue. Et donc, ce sera une très belle zone d'intervention
pour moi. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine de trading. Je vais voir comment ça se passe sur les actions. Il est déjà 9h40. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Je vous retrouve lundi prochain. Et merci en tout cas à vous pour à chaque fois vos commentaires sur les précédentes... les précédentes Traders Room, etc., etc. Oui, par contre, pardon Antoine, merci. J'ai dit 70%. C'est un tiers de la... Merci Antoine. Un tiers de la production, de la production des mouvements de pétrole physique. D'accord. Un tiers, on passe par le détroit d'Ormuz. Donc c'est absolument énorme. Ok. Merci à tous. Bonne journée, bonne semaine. Faites attention. Souvenez-vous des publications d'entreprise, souvenez-vous des publications macro, les PMI, France, Allemagne, discours de la Banque Centrale Européenne et également vendredi le PIB aux États-Unis, les publications majeures des sociétés au moins d'un coin de l'œil et travaillez bien vos niveaux sur lesquels vous intervenez. N'intervenez pas au milieu de nulle part. Assouvissez, si ça se dit, votre pulsion de trader, votre pulsion de trading différemment que sur le marché si jamais on est au milieu de nulle part. Ok? Bonne journée, bonne semaine. Merci en tout cas à vous à chaque fois pour vos retours. Ça fait vraiment plaisir. Je réponds pas forcément à tout le monde, mais je regarde tout, je vois tout, j'entends tout. Donc merci en tout cas à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.